va démarrer donc le thème comment performer dans un environnement global. Alors aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a 3 acteurs du sujet, chacun différent, donc on va avoir une vision assez variée, complète. Vous allez voir, c'est top. Et donc on va démarrer avec une première question, premier paradoxe qu'on a remarqué, c'est que finalement, on n'a jamais autant travaillé avec l'international, à l'international. On n'a jamais été autant connecté finalement à l'international. Et pourtant, malgré tout, on n'a jamais été aussi peu préparé à l'international. C'est un peu paradoxal. Et c'est avec ce premier paradoxe qu'on a envie de travailler pour démarrer notre petite session. Et donc, Alix, tu vas démarrer sur cette question. Et donc, toi, tu es directrice associée chez Expat Communication, si je ne me trompe pas. Et donc, tu es experte finalement de la préparation à l'expatriation, justement à l'international, pour les talents internationaux. Je te laisse démarrer. Oui, merci Artus. Donc effectivement, avant, l'international, c'était pas mal réservé aux expatriés. Nous, Expat Communication, on est né dans ce contexte-là, avec des formations assez lourdes pour l'expatriation et aussi pour l'interculturel, forcément. Et il ne viendrait pas à l'idée à une boîte d'envoyer un expat en Chine ou en Argentine sans une solide formation interculturelle, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, il y a un déplacement et cette activité internationale, elle n'est plus uniquement le fait de gens qu'on envoie à l'étranger, elle est de plus en plus de gens qui, sans quitter leur fauteuil, vont rester et travailler. Par exemple, dans notre baromètre Expat Communication, là, on a 12% des expatriés qui sont à 100% en télétravail. Comment ils sont préparés? Quelles clés on leur donne pour connaître la culture et la langue? Pas grand-chose. Ça, c'est un premier chiffre. Alors pour la suite, on a... Oui, pardon. Du coup, pour la suite, on a Thibaut qui va vous donner la suite des chiffres et qui est cofondateur de GapsMove, si je le présente bien, c'est bien ça. Et donc spécialiste du digital learning et de l'interculturel. Exactement, merci. Le deuxième chiffre qu'on voulait mettre en exergue, c'est 64% des chefs d'entreprise jugent les diplômés d'université insuffisamment préparés pour l'international. Alors, c'est un chiffre qui est intéressant parce que l'international est évidemment un enjeu pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, pour se préparer à l'international, le meilleur moyen, c'est de partir à l'étranger quand on est un étudiant, un VIE, un échange, un stage. Maintenant, aujourd'hui, pas tous les étudiants ont la possibilité de vivre cette expérience à l'étranger, avec ce qui se passe, la pandémie notamment. Et donc, pour ceux qui ne partent pas et qui sont plongés dans le monde du travail et dans un environnement interculturel, c'est compliqué pour eux quand ils arrivent dans le monde du travail. Ça donne des situations à la Emily in Paris, je ne sais pas si vous connaissez la référence, mais c'est compliqué pour ces étudiants-là. Ce qui fait que chez GapsMove, on a développé une offre de formation en management et communication interculturelle spécifiquement pour les étudiants, pour préparer ceux qui partent, mais pour former ceux qui ne partent pas aussi à l'étranger. Alors c'est top. Et il y a une dernière statistique qui va être présentée par Thomas, qui remplace Florian, malheureusement, qui ne pouvait pas être là. Et donc, Global Exam, acteur majeur de la formation linguistique digitale, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est exactement ça. Voilà. Effectivement, je remplace Florian, qui est souffrant. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Troisième chiffre, pour moi, très intéressant, que je vais commenter. 5% de la population mondiale est native de langue anglaise. Et 60% de la population mondiale utilise la langue anglaise comme langue de travail. Donc moi, j'ai 2 remarques à faire sur ce chiffre. La première, c'est que le volume de personnes dans le monde à former en anglais est évidemment considérable. 60% qui utilisent l'anglais dans leur langue de travail, 5% qui sont natifs. Ça fait 5% de la population, 55% de la population mondiale à former. Donc c'est énorme. Et le deuxième commentaire que j'ai envie de faire, il est un peu plus inquiétant. C'est que sur cette part de personnes à former, il y en a une grosse partie qui déclarent avoir un anglais opérationnel. D'accord ? Donc opérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont censés être capables d'interagir en anglais, à l'écrit ou à l'oral, dans un contexte professionnel. Mais le problème, c'est que dès qu'ils doivent le faire, finalement, ils sont mal à l'aise. Ils perdent en pertinence, ils perdent en compétences.
Voilà. Et ça, évidemment, c'est inacceptable. Donc, pour cette partie de la population, au moins, il y a une nécessité de les accompagner. Et c'est ce qu'on fait au quotidien chez Global Exam. Super. Alors, les statistiques, déjà, c'est impressionnant. Mais ce qui est aussi sympathique, c'est quand on étudie un cas concret. Donc, si je comprends bien, on va voir un cas précis sur la suite. Et donc, c'est le cas donc, de cette entreprise basée en France, mais qui devient totalement connectée à l'international, aux États-Unis, hein, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour justement former et habituer les salariés à passer à la suite. Ouais, je vais prendre la parole. Effectivement, cas d'école, une entreprise qui s'internationalise, un management qui devient global, des collaborateurs qui avaient une langue de travail qui était le français, qui doivent maintenant s'exprimer en anglais. Donc voilà, et comment nous, Global Exam, on a apporté une solution concrète à cette problématique. Pour vous illustrer tout ça, je vais prendre un exemple concret d'un expert IT, d'accord, qui était évidemment très compétent dans son job, qui était un profil rare, voilà, donc finalement difficilement remplaçable, qui, sur un plan théorique, avait des bases en anglais, hein, était censé être capable de s'exprimer, mais malheureusement, quand il devait le faire, encore une fois, comme ce que je décrivais tout à l'heure, il n'était pas à l'aise, il perdait en performance. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait chez Global Exam ? La première chose, évidemment, on lui a fait faire un test de niveau. Test de niveau en ligne, hein, évidemment, accessible, ludique, attractif, rapide, d'accord ? Et test de niveau qui avait pour objectif, évidemment, d'analyser la maîtrise des notions de grammaire et de vocabulaire, mais également d'analyser la maîtrise de l'anglais dans ses compétences métiers et ses compétences secteurs. Voilà. Et donc l'objectif, c'était de lui donner un niveau d'anglais en lien avec son métier. Ensuite, une fois qu'on a son niveau, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a créé un parcours e-learning personnalisé. Personnalisé pourquoi ? Parce que on l'a fait travailler sur, encore une fois, ses compétences métiers et ses compétences secteurs en anglais. Ce parcours, il était immersif. Immersif pourquoi ? Puisqu'il était composé exclusivement de mise en situation. Mise en situation, c'est-à-dire des mini-scénarios qui ont été créés spécialement pour le faire monter en compétences sur les thématiques de son parcours. Ensuite, évidemment, nous avons complété cette approche e-learning par une approche classe virtuelle, individuelle et collective. L'objectif, c'est de proposer une réponse globale avec un maximum d'efficacité. Voilà. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais le nombre d'heures nécessaires en termes de classe virtuelle, le nombre d'heures nécessaires en e-learning ont été définis en amont par un coach en lien avec les objectifs et avec les résultats sur le test de niveau. Enfin, de la même manière qu'on a fait commencer sa formation par un test de niveau, on a conclu sa formation par un test de niveau. Toujours pareil, anglais en lien avec son métier. Chez Global Exam, on n'est pas sur une bibliothèque de ressources. On a cette notion d'objectif. Ce qu'on propose, c'est des parcours de formation. Il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. Voilà, et je vais terminer là-dessus en vous disant qu'à travers cet exemple précis, ce que je voulais vous illustrer, c'est que nous, Global Exam, comment on a répondu à la problématique de cette entreprise. Premièrement, on a cartographié de manière très précise et testé de manière très précise le niveau de chaque collaborateur. Ensuite, on les a fait performer dans leur job. Et enfin, ce qu'on a permis, c'est d'éviter que certains éléments clés d'une organisation quittent l'entreprise faute d'un niveau insuffisant en anglais. Ça aurait été dommage. Voilà. Je poursuis sur cette problématique. Chez Gasprou, on a abordé le sujet sous l'angle de la culture. Donc la culture, c'est une notion assez complexe. Donc il me semble important de donner une première définition d'abord, parce que dans le milieu professionnel, vous avez trois types de cultures qui cohabitent. Vous avez la culture organisationnelle, qui est la culture d'entreprise. Vous avez la culture professionnelle, qui est la culture du métier, l'IT en l'occurrence. Et puis vous avez la culture nationale, c'est la culture de votre
pays d'origine. Et c'est sur celle-ci que GapsMove intervient. Donc là, on avait 2 équipes, le siège aux États-Unis, les équipes en France. Évidemment, il y a plein de similitudes entre ces deux pubs, mais il y a aussi plein de différences sur lesquelles on a travaillé. Je vais en évoquer une en particulier qui nous a surpris quand on a fait le diagnostic initial, c'est sur la notion de teamwork, de travail en équipe. En fait, il se trouve que les Américains dans cette entreprise étaient des champions du teamworking. Ça veut dire quoi teamwork pour qu'eux, quand on travaille sur un projet, on réunit l'ensemble des acteurs du projet et on avance tous ensemble sur le projet. Comme une équipe de football, on profite des complémentarités de chacun, mais tous les acteurs avancent de A à Z sur le projet. Ça, c'est le teamwork à l'américaine. On a posé la question aux Français, est-ce que vous savez travailler en équipe? La réponse était oui, bien sûr, on travaille en équipe, mais on s'est rendu compte dans les faits que ce n'était pas du tout la même définition. C'est du travail en groupe qu'ont fait les Français dans cette entreprise-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français sont retrouvés pour une réunion kick-off avec les acteurs du projet. Ils définissent une vision, ils définissent un programme, mais qu'est-ce qu'ils font après? Ils se repartagent les tâches. Ça veut dire qu'ils créent des silos, chacun réalise sa tâche de son côté et on se coordonne plus ou moins régulièrement pour faire avancer le projet. Donc ce n'est pas la même définition. On a remarqué aussi que dans la tenue des réunions, ce n'était pas du tout les mêmes manières de faire. En France, on a tendance à favoriser le brainstorm, le débat, l'ajout oratoire. On n'hésite pas à couper son interlocuteur quand on parle parce qu'en France, manifester son émotion, c'est montrer de l'intérêt. Rajouter à ça des réunions qui commencent à l'heure mais qui grignotent sur la suivante, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on ne sait plus trop où on en est, et des réunions qui se terminent en urgence avec un plan d'action qui n'est pas toujours très clair. Aux États-Unis, une réunion réussie, elle commence à l'heure, elle termine à l'heure et il y a un plan d'action. Donc vous voyez, il y a des différences qui sont liées à la culture, pas que, on pourra en parler des heures parce que tout ça est bien plus complexe. Mais ce que l'on a fait dans ce cas-là, chez GapsMove, on a déployé notre plateforme Digital Learning pour l'ensemble des collaborateurs, en anglais pour les Américains, en français pour les Français, pour développer leur intelligence interculturelle. Et c'est ça qui est important. L'important, ce n'est pas d'en faire des experts, mais de développer cette intelligence culturelle pour qu'ils soient plus à l'aise dans un univers interculturel. Alors, un mot sur la plateforme. Il y a 3 grands éléments qu'on retrouve sur cette plateforme. C'est du vidéo learning, du blended learning et du micro-learning. Et sur le contenu, c'est du contenu ultra pragmatique. On répond à des situations concrètes. Animer une équipe en France, faire une présentation aux États-Unis, puis négocier avec des Indiens, vendre avec des Italiens. C'est des situations très concrètes qu'on aborde pour une 60aine de pays. Donc voilà, une fois de plus, l'objectif n'est pas de faire de nos clients des experts, mais aujourd'hui, l'intelligence interculturelle est selon nous une soft skills qui est aussi importante que les langues, en tout cas très complémentaire, c'est ce qu'on s'en est rendu compte là, et qui est absolument indispensable lorsque vous êtes un manager, un cadre qui évolue dans un univers interculturel. Et enfin, intervient Expat Communication. Alors, où est-ce qu'on va intervenir? On va intervenir en coaching. Chaque fois qu'il va falloir personnaliser le message pour un ancrage plus spécifique. Donc, on s'amuse toujours avec GapsMove à dire GapsMove, c'est le bras digital et nous, on est le bras coaching. Ça veut dire quoi le bras coaching, par exemple, dans ce cas qu'on a pris? Donc, on a d'abord travaillé sur les langues, parce que c'est évident que si jamais cet obstacle primaire crucial de la langue et pas dépassé, on n'ira nulle part. Ensuite, on va donner des bases interculturelles par le digital pour pouvoir faire de la masse. Et après, il y a des choses où le digital ne pourra pas suffire parce que c'est trop standard ou c'est pas assez approfondi. Il y a ces 2 problématiques, personnalisation et approfondissement. Personnalisation, ça va être par exemple des conférences. Donc on intervient très souvent, de plus en plus souvent, enfin un gros volume de conférences de sensibilisation à l'interculturel. Mais ça ne peut pas être du digital. Il faut que ce soit incarné d'abord, et surtout il faut que ce soit embodied, mis à la sauce, je n'ai pas de joli mot pour vous dire ça, mis à la sauce de l'entreprise avec des cas pratiques, avec un vocabulaire dans lesquels les collaborateurs se reconnaissent, parce que dès que ce n'est pas exactement le bon mot, hop, ils skippent, parce que c'est des problématiques pas toujours très agréables de reconnaître qu'on n'est pas un interculturel absolu. Et donc il y a cette notion de personnalisation qui est importante. Sur mesure, ça peut être aussi des formations plus approfondies, plus longues, pour des personnes clés. Et sur mesure, enfin, ça va être le coaching. Donc Thomas parlait tout à l'heure d'une personne IT avec qui il y a un problème de langue. Il y a certainement un problème de langue. Parfois aussi, dans ce malaise, dans une situation internationale, il y a un enjeu culturel.
Et nous, avec nos coachs qui sont spécialisés sur les expatriés, donc il y a une très profonde connaissance de ces enjeux-là, à la fois du leadership et de l'interculturel, on va travailler sur cette problématique. Est-ce que c'est un problème de leadership ou est-ce que c'est un problème culturel ? Je ne m'intègre pas dans mon équipe avec les Américains. Peut-être que c'est culturel, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et pour le distinguer, en fait, nous on met des exécutifs coachs internationaux dont le métier est de répondre à ces questions de leadership et d'intégration dans un milieu international. Donc voilà comment des langues à l'interculturel digital, à l'interculturel via le coaching, on peut proposer à cette entreprise Global Corp une progression profonde dans son intégration internationale. Alors là, ce que j'ai noté, c'est la puissance de votre approche complémentaire aussi, où chacun amène un pilier particulier sur une situation complexe, si je puis dire. Moi, j'ai noté les mots structure, avec ce que tu disais, culture ou interculturel, et aussi de l'ancrage. Il faut aussi aller en profondeur pour chacun. Donc la puissance de cette approche. Donc on a vu ce cas-là, et la question suivante finalement, c'est est-ce que, au-delà de ce cas précis qu'on a un peu détaillé, quelles sont les autres entreprises avec qui vous intervenez sur ce type d'enjeu d'international qu'on a vu, et ce grand paradoxe, on est de plus en plus connecté partout à l'international, mais est-ce qu'on y est vraiment prêt ? Ouais, merci beaucoup. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maîtrise des langues, le fait d'être à l'aise dans son job quand on doit s'exprimer en anglais, c'est pas une problématique qu'on retrouve que dans les grands groupes, c'est pas une problématique qu'on retrouve que dans les ETI, c'est pas une problématique qu'on retrouve que dans les licornes, dans les scale-up. Donc évidemment, nous, nos clients finalement, ils sont partout. On travaille avec des grands groupes, Clarins notamment, ils adorent, ils progressent. Dans des ETI aussi. Beaucoup avec la santé, les laboratoires Boiron, et aussi évidemment beaucoup avec des boîtes qui nous ressemblent, des scale-up, des licornes, avec Deezer, avec Mojo. Donc voilà. En plus de ça, et je veux évidemment laisser la parole à Thibaut, mais comme Gasmove, on est présent aussi sur le marché de l'éducation, parce que l'apprentissage de la langue, ça se fait en entreprise, mais ça se fait aussi à l'école. Voilà. Oui, j'en parlais en introduction tout à l'heure, l'importance des écoles d'enseignement supérieur. Donc on travaille avec des universités, des écoles d'ingénieurs, de commerce spécialisées, généralistes. Et là aussi, ça a été une révolution pour pas mal d'étudiants, parce qu'on est Gasmove la première application au monde à parler d'interculturel. Et en fait, on est venu remplacer ces bouquins de 400 pages de grands sociologues que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Hofstede, Trompe-Nars, qui ont fait des travaux géniaux sur l'interculturel. Mais un bouquin de 400 pages en anglais, c'est pas toujours user-friendly pour un étudiant qui a toujours de moins en moins d'heures à consacrer aux matières. Donc l'utilisation qu'on a est géniale, parce qu'en utilisant de la vidéo, des business cases, des quiz, une plateforme ludique, en micro-learning, on a réussi, et c'est notre pari, à vraiment, allez pas évangéliser, mais intéresser encore plus les étudiants sur cette matière. Et enfin, donc pour reprendre ce que disait Thomas, on va ensemble intervenir dans des entreprises très très différentes. L'enjeu, ça va être quelle est la culture d'entreprise en matière de langue et en matière culturelle. Là, on intervient avec Gasmove dans un groupe franco-britannique, où chaque fois qu'on dit les Français sont comme si, quand on prépare, donc tout cet enjeu de préparation avant, ils nous répondent non, 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 pas chez nous, enfin quand même, c'est genre, ils en sont quand même pas là, nos Français à nous, quoi. Donc, définir avec chaque entité, qu'elle soit école ou entreprise, quel est le niveau de base des collaborateurs en matière linguistique et culturelle, mais au-delà du niveau de base, quelle est la culture souhaitée? Et ça, c'est une question que les entreprises se posent rarement. Quand on regarde, on fait ce travail complètement passionnant de se dire, sur les différentes dimensions, comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'individu. Thibaut disait par exemple, gestion du temps, est-ce qu'on est dans le temps strict, mesuré, ou dans le temps abondant, j'arrive quand j'arrive et je fais les choses quand je les fais. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. On a tendance à faire prévaloir le modèle anglo-saxon comme étant le net plus ultra sur le plan culturel. Ce n'est pas forcément ce qui est souhaité par l'entreprise. Mais encore faut-il se poser cette question. Donc de définir ces différentes dimensions culturelles et de se dire où est-ce qu'on veut être en tant qu'organisation. Par exemple, sur le temps abondant, le temps mesuré.
Est-ce qu'on veut que tout commence à l'heure et tout se finisse à l'heure? Et chez nous, on a une culture militaire du temps ou pas? Il n'y a pas que des avantages. Et à partir de là, une fois qu'on a défini ça, comment est-ce qu'on fait avancer nos collaborateurs dans la prise de conscience de leurs valeurs culturelles et dans la progression vers la cible de l'entreprise et le fait de bien intégrer les différences culturelles dans l'entreprise. Et comme ça, on va passer des langues à l'interculturel et aller vers l'inclusion, qui est peut-être le stade ultime de tout ce chemin qu'on fait ensemble. Alors, il nous reste du temps, évidemment. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des choses que quelqu'un veut aborder, ou même peut-être des cas que vous avez chez vous? Ah oui, je vois quelqu'un là-bas. Je vous amène le micro. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais des questions autour de l'approche réflexive. Comment vous avez parlé de la préparation, de l'avant ou du pendant. Qu'est-ce qui se passe éventuellement à un retour d'expatriation et sur peut-être le partage d'expériences avec des collègues pour intégrer dans l'entreprise voilà, un retour d'expérience. Et dans le courant de l'expatriation ou de la situation professionnelle, est-ce que vous développez des modules, enfin je ne sais pas comment les appeler, réflexifs sur l'interculturalité? On peut être face à une situation impromptue et comment on accompagne le collaborateur devant des situations auxquelles il n'est peut-être pas préparé mais qu'il va rencontrer pour les dépasser. Alors sur le premier sujet qui est celui du retour, je vous invite à regarder sur LinkedIn, il est encore disponible, on a fait un webinaire la semaine dernière sur les difficultés du retour et notamment cette réflexivité de l'expérience de l'expatrié qui est très complexe. Il y a plein de leviers, il va y avoir un levier culturel, il va y avoir un levier organisationnel. Donc vraiment, voilà, je pense qu'on pourrait passer des heures. Une action sur l'individu, quelle est la bonne posture pour éviter le rejet qui accompagne souvent de la part des autres un collaborateur qui revient d'expatriation. Vous voyez tous, on se dit « oh là là, il va nous saouler avec ses histoires ». Et il a pris le melon. Donc comment est-ce qu'il peut prendre une posture qui fait que son témoignage va être audible? Et après, il y a un travail sur l'organisation pour voir comment est-ce qu'on fait de la place à ce collaborateur qui est dans une situation de grande fragilité au retour d'expatriation en réalité. Pendant l'expatriation, j'ai envie de dire ça se joue avant. Si jamais on en vient à travailler la question interculturelle pendant l'expatriation et qu'on n'a pas mis des leviers actionnables avant, on a raté. Donc nous, ce qu'on préconise vraiment, c'est une journée de formation interculturelle sur laquelle on travaille avec GapsMove pour faire une formation donc, avant l'expat. Je disais que c'était presque une évidence. Ça l'est généralement quand même pour les pays lointains, ça ne l'est pas du tout pour les pays proches avec lesquels les matchs culturels sont pourtant extrêmement faibles. Je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne, ou les pays du Nord, qui sont des pays très compliqués pour les latins. Donc, préparation d'une journée avec un suivi. Nous, on met un suivi par le biais de ce qu'on appelle notre club expat premium, avec accès à volonté à un coach, justement pour traiter ces situations en cas de difficulté. Mais ça ne marchera que si jamais il y a eu la création de ce contact avant l'expatriation. Oui, juste un mot sur l'aspect opérationnel, la deuxième partie de la question. La plateforme qu'on a créée est justement Learning in the Flow of Work. L'objectif est de pouvoir l'utiliser en fonction du besoin opérationnel. Pour faire cette présentation, typiquement, on a du contenu. Comment faire une présentation à des Français? Comment va se comporter l'audience? Quels arguments vont faire mouche? Et comment m'adresser à eux? Mais demain, j'ai une négociation avec un Japonais. Je vais trouver ce contenu-là. Et en 15 minutes, on va donner les clés, évidemment en e-learning, en self-learning, mais pour réussir une action donnée avec un pays donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Sinon, moi, je me permets de rebondir sur la question là, ayant moi-même un peu vécu à l'étranger, grandi en Côte d'Ivoire, travaillé en Chine, étudié aux États-Unis, en Angleterre, des parents qui ont vécu 8 ans aux Philippines. Enfin, j'ai un peu été. Il y a une chose qui m'a marqué, moi, c'était, et on a parlé d'interculturalité. Quand j'étais en Chine, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ça va prendre trop de temps, mais un jour, je me suis réveillé et j'ai compris que
Comprendre la Chine, ce n'était pas parler couramment chinois, comprendre l'histoire de la Chine, mais c'était accepter que des notions aussi fondamentales que j'avais au fond de moi, comme la façon dont on exprime la politesse, je dis oui tout le temps ou je dis non, il y a une façon différente de l'aborder là-bas. Le jour où j'acceptais ça, j'acceptais que la notion même, une notion aussi fondamentale, que je l'acceptais, ben là, à ce moment-là, je comprenais tout beaucoup plus facilement. Et donc moi, ça m'avait marqué ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, pour moi, c'est ça le trait fondamental. Comment, en fait, oui, voilà, parce que comment est-ce que je travaille sur moi, en fait, c'est beaucoup un travail sur soi, prendre du recul sur soi, se dire, mais finalement, la notion même aussi fondamentale que la politesse que j'ai au fond de moi, ce n'est pas la seule valable dans le monde. Il y a d'autres endroits dans le monde où la notion même de politesse peut être différente que celle que je crois acquise pour l'ensemble de la planète. Non, c'est faux. C'est un jugement. Et donc, quand voilà. Bon. Mais merci, un très bel exemple de ce que c'est que l'interculturel. L'interculturel, et ça se voit, c'est pour ça que la plateforme GapsMove est si bien faite, parce que c'est des vidéos de 3 minutes, c'est hyper court, et c'est pas caricatural. Parce que derrière, il y a un énorme travail très profond d'experts qui arrivent, je pense que c'est ça le talent, hein, c'est d'arriver à dire en cours des choses compliquées. Et que nous, derrière, on va approfondir et mettre dans les mouvements par la durée, par le coaching. Le cœur de l'interculturel, c'est pas qu'en Allemagne, les réunions commencent à l'heure et qu'en France, on déborde. Ça, c'est un symptôme. C'est du folklore, quelque part. Le cœur de l'interculturel, c'est ce que tu dis, Artus, c'est que ce que moi, je considère comme bien, donc c'est évident, je veux dire, le bien et le mal, ça ne se discute pas. Et bien, l'autre en face, il le considère comme mal. Si je dis ce que je pense, parce que je suis de la génération, là c'est une question de culture presque plus de génération que de pays, si je dis ce que je pense, j'ai l'impression d'être authentique, et face à quelqu'un de plus âgé au Japon, par exemple, je serais mal, ça ne se fait pas. Mais pas dans le sens c'est mal élevé, dans le sens ça n'est pas bien, je l'ai heurté, je ne respecte pas les lois du collectif. Et ça, on voit bien que cette transformation culturelle, c'est quelque chose de profond qui demande du temps, des bons outils et des bons professionnels dans un accord en profondeur avec l'entreprise. Parce que derrière, il y a des questions, si on touche les valeurs, il y a les valeurs du pays, il y a les valeurs de la personne, et comme le disait Thibaut tout à l'heure, il y a les valeurs de l'entreprise. Et il faut que ce triangle fonctionne bien. Alors, je vois qu'on arrive à la fin de l'heure, donc on va peut-être clôturer ici. Vous pourrez parler évidemment toujours avec Alix, Thibaut et Thomas. Mais pour laisser la prochaine session justement démarrer à peu près à l'heure, on va clôturer ici. Merci beaucoup à vous trois et merci à vous aussi.